Ouvrez grand vos oreilles. Vous écoutez un balado Urbania. Salut, je m'appelle Philippe Lamarre, je suis le fondateur d'Urbania. Vous écoutez Entre la fin puis le début, un podcast où je rencontre des gens qui gravitent de près ou de loin autour du storytelling ou l'art de raconter des histoires. Pour ce nouvel épisode, j'ai invité le BDiste Michel Rabagliati. Michel, c'est en quelque sorte le Michel Tremblay de la bande dessinée québécoise. Un créateur qui réussit à incarner en images la québécitude moderne dans ce qu'elle a de plus beau. Il nous rend fiers de qui nous sommes en rendant beaux des éléments du quotidien qui vont de l'architecture montréalaise au langage vernaculaire de région, ou en passant par des archétypes de personnages dans lesquels on reconnaît nos tantes, nos parents ou des profs qu'on a eus au cégep. J'avais envie de recevoir Michel car je m'en cacherai pas, je suis un grand fan de son travail. J'ai tous ses albums à la maison, on a un dessin original de lui sur le foyer depuis près de 15 ans, mon fils l'admire puis ma blonde braille sa vie quand elle lit ses livres. Bref, non seulement Michel fait partie de ma vie, mais je m'identifie personnellement à son parcours. C'est l'amour du dessin qui nous a tous les deux menés à étudier le graphisme et à triper sur la typographie. Michel, avant qu'on commence à jaser, j'aimerais ça faire tes bio. D'accord, vas-y. T'es né en 1961 à Montréal, sur la 20e avenue à Rosemont, un quartier de classe moyenne francophone. Oui. Ton père, avec qui tu avais une connivence évidente, qu'on peut d'ailleurs constater dans tes livres, était typographe. T'as souvent passé du temps à l'accompagner à l'atelier où il travaillait et ça t'a clairement donné la piqûre des belles lettres ou du beau lettrage, comme disent certains. C'est à ton entrée dans l'adolescence, aux alentours de 12 ans, que tu développes ton amour de la bande dessinée. Spirou, Tintin, la BD belge te tombe dans l'œil et toi, tu te prends d'affection pour André Franquin, le créateur de Gaston Lagaffe. C'est d'ailleurs un livre dans lequel Franquin lève le voile sur le métier de BDiste que tu as emprunté des dizaines de fois à la bibliothèque qui va te donner l'envie d'en faire un métier. Mais le Québec, c'est pas l'Europe. Puis vivre de la BD ici, ça te semble pas un métier envisageable. Donc, en bon gars pragmatique, tu vas faire des études en graphisme au début des années 80. Le graphisme ne te rend pas riche, mais c'est ce qui va te mener à l'illustration. Pendant ce temps-là, tu fais de la BD comme hobby entre 2 contrats d'illustration ou en attendant le retour d'un client. Tu publies des planches à droite et à gauche, mais sans vraiment penser que ça puisse devenir ton gagne-pain. Puis, en 1998, alors que ta blonde rapportait une paire de souliers dans un magasin de la rue Saint-Denis, tu débarques presque par hasard avec ta fille au lancement d'une nouvelle revue de bande dessinée lancée par 2 jeunes libraires, Martin Brault et Frédéric Gauthier. Et tu décides une semaine plus tard de leur envoyer Paul à la campagne, une courte histoire de 28 pages que tu avais concoctée pour la famille et les amis. The rest is history, comme on dit. Martin et Frédéric créeront les éditions de La Pastèque et toi, tu deviendras leur gros canon avec Paul, ton alter ego aux sourcils démesurés. Les histoires que tu racontes avec Paul sont autobiographiques et ancrées dans un Québec où on peut tous se reconnaître, particulièrement si on y a grandi dans les années 70 et 80. En 2010, tu remportes le prix du public à Angoulême, les Oscars de la BD. Et depuis, chaque tome de Paul se vend des dizaines de milliers d'exemplaires. Ta série a été traduite dans plein de langues et distribuée un peu partout dans le monde. En 2015, Paul à Québec a été adapté au cinéma par François Bouvier avec François Letourneau dans le rôle de Paul. Ton plus récent album, Paul à la maison, est le plus dark de la série. Il raconte le spleen d'un homme de 51 ans, divorcé et dépressif, qui fait de l'apnée du sommeil. Oui, c'est pas mal ça. T'as laissé entendre que c'était peut-être ton dernier, que t'avais le sentiment d'avoir tout dit et d'avoir balayé tous les raccoins de ta vie. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Michel Rabagliati, merci d'avoir accepté mon invitation. Hey, merci Philippe, quelle introduction incroyable. Je m'en vais. Au revoir. Ben écoute, je me suis vraiment intéressé à toi, mais je te connaissais, mais là, c'est le fun de revisiter un peu tout ce que tu as fait dans ta vie. Ouais, ben oui, c'est à peu près ça. J'ai pas fait grand-chose d'autre que dessiner depuis 45 ans. En fait, je suis sorti moi, j'allais au collège Salette là, quand j'étais jeune, une école de graphisme privée. Je suis sorti de cette école-là, j'ai commencé à faire des contrats dans ma chambre dans ma chambre d'enfant. Là. J'ai mis ma table à dessin là, puis j'avais déjà des petits contrats. Mon père étant typographe, il y avait des plugs, tu sais, un peu partout. Fait que il y avait des clients qui venaient, puis des fois, il y avait besoin d'un dessin, d'un logo, de je sais pas trop quoi. Puis des fois, il m'apportait ça, puis ton père était ton premier client. Mon père était mon premier client. Il m'a apporté puis il m'a introduit aussi des clients qui avaient besoin d'un graphiste. C'est vraiment sweet. J'étais vraiment un débutant. Là. Je faisais des trucs un peu médiocres. Mais bon, tu sais... faut commencer quelque part. C'est mes premiers contrats, tu sais. Après ça, mon upgrade, c'est que je me suis acheté une mobilette. Puis là, j'allais voir mes clients moi-même, là, avec ma mobilette. C'est drôle. J'avais un appartement à Sherbrooke. Puis, tu sais, j'avais un petit appartement. C'était un 1,5, là. Puis, tu sais, c'était assez mini.
interminable. Puis j'attachais tout le temps ma mobilette le soir, mais dehors. Puis c'était sur la rue Panette. C'était assez tough dans ce coin-là, dans ce temps-là. Puis je me faisais voler un morceau de mobilette tous les soirs. Ça, c'est une poignée, un banc. Après ça, c'est le rack. Après ça, c'est les roues. Quand je déménageais de là, il restait juste le frein attaché à la clôture. J'ai abandonné la mobilette, là. C'était vraiment... En tout cas, c'était quelque chose, ce quartier-là. Hey, ben, t'es parti vite, là, puis on voit que raconter des histoires, c'est un peu une seconde nature pour toi. Mais moi, je commence ces interviews-là toujours de la même façon. Là. Je t'en lance une petite facile, c'est un peu comme on se réchauffe. Là. Pour Michel Rabagliati, là, c'est quoi une bonne histoire? Hein? Ben, c'est quoi une bonne histoire? C'est quelque chose qui nous accroche, en tout cas, autant que possible dès le départ. T'sais, moi, j'aime bien comme... Dans un livre, dans un roman, dans un film, j'aime bien que dans les 5 premières minutes, j'ai envie d'embarquer sur le siège, j'ai envie de mettre ma ceinture puis d'y aller, là, puis j'ai envie de voir, de suivre le truc. Puis ça peut être un gag, ça peut être une mise en place, ça peut être... C'est pas tout le temps la même façon, c'est pas tout le temps le même beat, mais il y a quelque chose, ça peut être une toune, ça peut être un zoom-in, ça peut être des personnes qui parlent autour d'une table. Mais c'est vrai que c'est tes histoires, comment tu... J'ai tout le temps le sentiment comme un générique d'ouverture de Saul Bass. Merci pour les initiés, Saul Bass, c'est celui qui faisait les génériques d'ouverture de Hitchcock, c'est pas aussi graphique, là, mais bon... Un peu quand même, il y a une espèce de découpage très storyboardé, comme dans un... Mais il y a le désir de communiquer avec le lecteur, il y a le désir j'ai le désir d'accrocher mon lecteur, je veux lui donner quelque chose pour qu'il y ait du fun, ou en tout cas qu'il y ait quelque chose qui a du sens pour moi et pour lui. Puis je soigne assez habituellement, je soigne beaucoup mes entrées parce que je veux le pogner, je veux l'avoir au bout de ma ligne là tout de suite. Puis ça, je pense que je retiens ça un peu d'Hergé. Dans les Tintins, il y a ça. Hergé était il était très soucieux de ça. Ses débuts tu peux pas décrocher. Là, c'est comme, il lance la ligne, cling, tu mords, puis tous les Tintins sont quasiment fabriqués comme ça. Tu décroches pas d'un Tintin. C'est bien dur de décrocher d'un Tintin. C'est tellement bien chronométré, ces albums-là. On s'en rend pas compte aujourd'hui parce que le style peut faire un peu vieillot, ça fait un peu passé, tout ça, mais tu lis, il y a des albums là, qui sont vraiment, surtout dans les derniers, là, à partir Les Bijoux de la Castafiore, pour moi, son chef-d'œuvre, c'est chronométré, là, c'est extrêmement bien construit, pas une case de trop, puis tout ça est très, très, très tight. Tu peux pas décrocher de cet album-là. Là. Puis en plus, c'est vraiment cet album-là est une espèce de pied de nez à la grande aventure. Hein. Ça se passe à la maison. C'est un album qui se passe à la maison, au château de Moulinsart. Il bouge pas de là. Tu sais, comme il dit, c'est comme s'il nous lance un défi. Je vais vous intéresser. Vous allez être captivé par une histoire que Tintin ou Tintin bouge pas pantoute. Il prend pas le train, prend pas l'avion, prend pas le bateau. Il reste là, puis c'est juste qu'est-ce qui se passe autour qui fait que ça fait une histoire. En fait, c'est la surdité de Tournesol, c'est le problème auditif qui fait que tout chie, puis tous les messages partent mal. C'est vraiment un problème de communication, cet album-là, qui fait que les nouvelles se transforment, les informations se transforment, puis ça revient comme tordu vers le château. C'est extrêmement intelligent, je trouve. Revenons aux amorces. Quand tu as une idée d'album, là, c'est quoi, qu'est-ce qui fait que tu dis, là, je tiens une histoire, là, j'ai le goût de la raconter? Est-ce que c'est la scène d'ouverture? Est-ce que c'est l'émotion que tu as le goût de communiquer? Est-ce que c'est... c'est toujours l'envie de parler. Je suis pas un dessinateur enragé. Je suis pas... Souvent, les gens se font une idée des auteurs BD, comme quoi c'est des gars qui dessinent tout le temps, toujours un crayon à la main, toujours en train de dessiner sur des napperons de restaurant ou je sais pas trop, ou aussitôt qu'il y a un morceau de papier, ils le remplissent complètement. Moi, je suis vraiment pas comme ça. Comme toi, je viens du graphisme, ça me prend un contrat. Ça me prend... Tu te donnes un contrat avec toi-même. Je me donne un contrat avec moi-même. Ça me prend un projet, puis je dessine pas pour rien. J'ai des amis illustrateurs qui passent leurs vacances à remplir des sketchbooks hallucinants de paysages. Ils sont hot, ils sont super bons. Moi, j'admire ça, mais moi, j'ai pas cette motivation-là. Je préfère lire des romans, puis je sors rarement un crayon en vacances. C'est bien, bien rare. Puis je suis bien, bien chiche pour ça. Je suis pas motivé. Juste faire des dessins d'observation. Ça m'aiderait, quoique il me manque beaucoup ça dans ma carrière d'illustrateur, c'est du modèle vivant. Là. J'aurais aimé en faire au cégep. J'aurais dû aller en art. J'aurais dû faire les beaux-arts. C'est des choses que je regrette aujourd'hui parce que mon style est un peu comme coincé dans un système graphique dont j'aimerais peut-être me libérer un peu, mais je suis coincé avec ça. Je suis coincé dans un... On a l'impression que je sais dessiner, mais pour moi, je sais pas dessiner. J'utilise une recette graphique
c'est une vallée restreinte. C'est comme une espèce de valise où est-ce que là-dedans j'ai des outils qui sont arrêtés. Tu sais, puis avec ces outils-là, je fais les personnages d'à peu près les mêmes proportions. J'ai un outil pour le végétal, j'ai un outil pour l'architecture, j'ai un outil pour les autos, par exemple. Je dessine tout le temps la même auto. Tu sais, je le dis tout le temps, c'est tout le temps une Toyota grise à 4 portes. Là, tu sais. Puis je me donne pas la peine de vraiment, tu sais, comme dessiner un arbre pour vrai, une vraie personne, des vrais pantalons. J'ai ni le talent ni la patience de faire ça. Fait que je m'en tiens à un système graphique là, qui fonctionne. Tu sais. Pour moi, en tout cas, moi, j'ai pas envie de me faire suer à passer 8 semaines sur une case. Là. C'est pas possible. Je trouve qu'en bande dessinée, ça vaut pas vraiment le coup de passer 6 semaines sur une page colorisée avec des ombres propres, puis des ombres portées, puis tout ça, puis en rajouter, puis en rajouter. Ça change rien au message. Là, tu sais. Ça, j'ai rapidement compris ça, d'ailleurs, avec la BD noir et blanc, comme des BD comme les Peanuts ou des BD plus simples comme Mafalda ou avec des systèmes, genre Crazy Cat de George Herriman. C'est extrêmement simple, mais c'est d'une efficacité... T'arrives à passer toute la gamme d'émotions malgré ton coffre à outils restreint, mais... Exactement. Ben, je pense. Ben, Puis il y a des auteurs, la plupart de mes auteurs préférés en BD, ils travaillent d'une façon simple. C'est rare que c'est des trucs, pleine couleur, complètement beurré avec les proportions parfaites puis les perspectives parfaites. Ça m'intéresse pas. Surtout comme illustrateur, ça m'émeut pas, ça, des perspectives parfaites, là. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'histoire, qu'est-ce que tu me racontes, puis comment tu découpes ton affaire, tu sais. Quand tu commences à comprendre que c'est pas tant la matière d'aventure, c'est pas tant qu'ils partent en vaisseau spatial, c'est pas ça qui fait une histoire. C'est pas ça, là. C'est comment ton personnage se comporte, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur, qu'est-ce qu'il raconte, et puis c'est quoi sa sensibilité. Puis ça, de la sensibilité, je pense que j'en ai, là. J'ai quelque chose, je suis assez sensible à mon entourage, à ce qui se passe autour de moi, puis aux familles, à la détresse des gens, à l'air du temps. Hein, on le sent ça, dans les albums, l'air du temps. On sent qu'est-ce qui se passe en ville, c'est quoi les tendances, comment les gens se parlent. Faut pas tant être un Rembrandt là, pour faire ça. Faut avoir quelque chose à dire. Ouais, quelque chose à dire. Puis si t'as un petit peu de talent en dessin, ben bon. Puis t'es pas obligé d'être... T'es pas obligé d'être un top dessinateur pour dessiner des BD. C'est pas vrai, tu sais. Raconte-moi donc, Michel, quand justement, ma question initiale, c'était ton impulsion de départ. Je te l'ai dit, attends. Non, mais m'a pas parlé. Non, mais ton impulsion initiale, quand tu lances un album, tu dis, il faut que j'aille quelque chose à dire. Mais raconte-moi donc, c'est quoi ton processus de création? C'est que... Tu pars-tu d'une période? Tu dis-tu, OK, là, je vais raconter de telle date à telle date. Ouais. Tu pars-tu d'une émotion? Tu pars-tu d'une scène? Une émotion. C'est quelque chose qui me tient à cœur ou bien là, qui me turlupine ou qui me trotte en tête, là, tu sais. Puis, bon, le début d'une histoire, ça commence souvent par un papier, tu sais, qui traîne sur le comptoir chez nous avec des mots marqués dessus. Puis ça veut rien dire. Mais moi, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des idées qui commencent à poindre. Quel genre de mots? À propos d'une histoire qui me trotte dans la tête. Des mots-clés, des mots évocateurs. Puis j'ai écrit ces petits mots-là sur un vieux morceau de papier qui traîne sur ma table d'essai qui est plein de cochonneries, mais je le lâche pas. Puis je suis en train d'écrire quelque chose, j'écris quelque chose de nouveau là-dessus. C'est un papier plein de marde, mais j'ai plus de place dessus, mais je le lâche pas. C'est comme, je veux écrire sur ce petit papier-là. Ce petit mot-là, il est évocateur, puis c'est comme une espèce d'émotion qui dans ton âme, ouais. qui macère, puis qui gestationne. Puis personne peut... Tu sais, tu lis ça, tu crées ça au vidange, il y a pas ça n'a aucun sens. Mais c'est juste pour moi. Moi, quand je lis les mots, je fais comme je sais où je m'en vais avec ça. Je sais que ça... Mais il fallait que je l'écrive quand même. Des fois, je me lève la nuit, puis je descends en bas, puis je vais encore... J'écris un petit mot sur ce papier-là, je retourne me coucher, tu sais. C'est un mot qui t'est venu en dormant comme ça, puis tu te dis, il faut que j'aille l'écrire, sinon je vais l'oublier. Oui, je vais l'oublier, j'ai envie de parler de ça, mais... ça veut rien dire. Mais est-ce qu'après ça, c'est un peu comme pas de l'hypnose, mais dans le sens que tu regardes les mots, tu les juxtaposes, puis tu dis, ça en dégage quelque chose. C'est des mots qui vont se transformer en anecdotes, puis peut-être en scénettes, ou peut-être en pleine page, ou quelque chose comme ça, mais c'est des indices qui vont... Mais il y a une cohérence entre ces mots-là. Il y a une cohérence, ça va dans le même livre, ça va dans la même histoire, tu sais, mais c'est même pas encore un synopsis. C'est des fragments, des idées, des petits cossins. Tu sais, quand j'ai fait Paul à la maison, c'était juste des idées
idées, genre chez sa mère. OK, c'est juste ça. Là, ça veut dire que j'ai pensé à faire à l'épaule chez sa mère ou à la RPA où ma mère était... quand elle allait faire son épicerie. Quand j'allais faire son épicerie. Exactement. Épicerie. Puis là, j'ai même sa liste. Baguette. Parce que ma mère, pauvre petite, elle mangeait tout le temps la même affaire. Puis elle me demandait tout le temps, elle n'était pas compliquée, ma mère. Je dis qu'elle était vraiment... Elle avait vraiment une petite vie bien simple, extrêmement réduite. Là, puis une baguette, une tomate... du jus d'orange Tropicana, une pinte de lait. C'est tout le temps ça, sa liste d'épicerie. C'est bien... Ça me touche, tu vois. C'est le genre d'affaire qui... Moi, je trouve ça bien touchant, une liste d'épicerie. Tu sais, c'est comme... ça parle. Là, tu sais, c'est qui cette personne-là? Là? Qu'est-ce qu'elle mange? Elle est seule. On voit qu'elle est seule. Tu sais, elle me commandait 2 tranches de jambon. Tu sais, OK. Fait que tu vas au gars, tu vas au comptoir, 2 tranches de première moisson tranchées minces. Ça fait des petits paquets à 79 cents. Là, t'attends. Tu prends un numéro des fois pour ça. Tu sais, c'est cute, là. Puis c'est ça, telle baguette, telle céréale, c'est vraiment des petites épiceries, ça tenait en un sac, là, puis j'allais porter ça, puis ça faisait son bonheur, puis elle demandait jamais rien de fancy, tu sais. Ça, c'est le début de Paul à la maison. C'est une liste d'épicerie qui te rappelait le moment. Une liste d'épicerie. Je pense que j'ai commencé avec ça. J'ai commencé avec la liste d'épicerie de ma mère. Puis ça a fait comme, j'ai quelque chose, là, je tiens quelque chose ici. Puis évidemment, je me dis, si je vais chez ma mère, qu'est-ce que je vais faire rendu chez ma mère? C'est bien beau aller à l'épicerie, y apporter ses affaires, mais en même temps, ça me permet de faire un portrait de ma mère. Fait que dès le début de Paul à la maison, il y a un portrait de ma mère. Je sais que ma mère va mourir à la fin de l'album parce que c'est déjà canné, ça, dès le début. Hein? Moi, quand je fais des histoires, c'est pas improvisé. Là. Tout est marqué, ça commence de même, ça se déroule de même. Et à un moment donné, il y a un synopsis. Avec toutes ces petites idées-là qui traînent dans mon carnet, je me mets à taper un synopsis. C'est ça, l'étape 2, c'est que je ramasse toutes ces petites affaires-là qui traînent dans les carnets puis sur des papiers. Puis là, ben, il faut y aller. Là, j'avoue que j'appréhende un peu ça de vraiment m'asseoir puis de sortir la dactylo puis de dire OK, là, il faut que je fasse un vrai synopsis là, qui se tient parce qu'on y va. Là. Puis ça, c'est un moment crucial, le synopsis, parce que je sais que je suis cuit. Aussitôt que je commence à taper, je suis cuit. Tu te commets, là. Je me connais, puis oui, je me connais, je me commets, puis je démords pas, peut-être parce que j'ai une formation de graphiste, puis on livre la commande. Tu sais, moi, les illustrations, c'était toujours à l'heure. Quand le train quitte la gare, là, tu sais qu'il n'y a plus Oui, moi, j'étais très, très, très fiable comme graphiste puis qu'illustrateur. D'ailleurs, les directeurs artistiques de magazines m'aimaient, tu sais, quand Reader's Digest, l'actualité, tout ça, ils me commandaient un dessin. C'est pour vendredi prochain, c'est possible? Oui. Des fois, ils m'appelaient, c'est pour demain matin. Es-tu capable? Oui. Je te le dis oui, tu vas l'avoir, tu sais. Puis il l'avait tout le temps, puis jamais, tu sais, je pouvais travailler toute la nuit. Tu sais, je veux dire, moi, quand ma parole est donnée, j'ai donné ma parole et ma parole est donnée. Ça vient d'un dessin animé, ça. Anyway. Puis, quand tu commences le synopsis, c'est comme si là tu te commets, c'est comme si tu avais un client soudainement, puis là, tu t'imposes un rythme. Là, dès la première ligne, je sais que j'en ai pour 2 ans, puis que je toucherai plus à rien d'autre. Je sais qu'est-ce qui s'en vient. Il vient le synopsis. Après le synopsis, c'est le découpage. Après le découpage, c'est le premier crayonné. Après le premier crayonné, c'est le deuxième crayonné. Après le deuxième crayonné, c'est l'ancrage. Après ça, c'est les scans. Après ça, c'est les tons de gris qui sont ajoutés après. Il y a 2 tons de gris, là, un gris pâle, un gris foncé. Après ça, c'est la mise en page du livre. Mon éditeur est bien chanceux parce que moi, je fais tout, là, jusqu'à InDesign, jusqu'à la fin. Le cartouche. Tu fais le PDF, puis l'envoie. Ouais. Après ça, il y a un qui vérifie. C'est quelqu'un qui vérifie ça, mais c'est pas mal tout canné, là. Puis je sais déjà combien il y a de pages. Dès le départ, j'essaie de rester autour de 150, en bas de 200 planches, parce que 200 planches, c'est 2 ans et demi de travail, là, en bande dessinée. À mon rythme, en tout cas. À mon rythme. Il y a d'autres auteurs que ils font une planche par mois, là, mais moi, je fais une planche par 3 jours. Mettons, fini. Là, je pense qu'il y a 2 crayonnés, un ancrage. C'est à peu près 3 jours. Fait que multiplié par 200, 600 jours. Je peux déjà quasiment te dire quand est-ce qu'il va sortir. Revenons au synopsis. Quand justement tu dis, OK, là, si je commence à mettre ces mots-là sur papier, à la dactylo, comme tu dis, c'est un commitment pour 2 ans. Oui. C'est pas des quêtes traditionnelles avec Paul. C'est des histoires qui sont plus impressionnistes, c'est plus un mood. Comment tu sens que l'histoire avance? Tu parles de Paul à la maison, par exemple, où il y a l'histoire d'aller faire l'épicerie pour ta mère et d'y apporter à sa résidence. Comment tu fais avancer l'histoire s'il n'y a pas une quête traditionnelle? Ben, c'est ça, la quête n'est pas traditionnelle, c'est vrai, c'est pas...
En fait, je pense, je me place comme lecteur tout de suite aussi. Je suis toujours créateur et lecteur. Ça, c'est comme... T'es ton premier lecteur. Je suis mon premier lecteur, puis je suis bien bitch avec moi-même. Fait que, est-ce que je m'emmerde au bout de 3 pages? Oui, il faut que ça change. Est-ce que ça va bien? Est-ce que c'est drôle, ça? Est-ce que ce gag-là vaut la peine d'être raconté? Est-ce que cette anecdote-là vaut la peine d'être racontée? Est-ce que c'est pas un peu long ici? Est-ce que ça tombe pas à plat, ce gag-là? Est-ce que c'est nécessaire de raconter ça en 3 pages? Je peux peut-être le faire en 2 pages. Est-ce que je fais un spread avec ça? Est-ce que c'est silencieux? Est-ce que c'est plus intéressant si je dis rien? Tout ça, toutes ces questions-là sont posées constamment en cours de mon... en tout cas, au découpage. Le synopsis, d'abord, il faut l'écrire, puis ensuite le laisser mariner. Ça, pour 200 pages de BD, c'est un synopsis de quelle longueur? 12 pages, je dirais, à peu près, même pas. Là. Des fois, c'est pas la Québec, ça tenait sur 6 pages. Là, ça dépend, parce que des fois, dans un synopsis, comment est-ce que c'est marqué ce sont les funérailles de Roland. Ben oui, mais ça veut dire que ça prend une shot, un establishment shot du salon funéraire. Il faut voir les gens, qu'est-ce qu'ils se disent. Bon, c'est long, les funérailles de Roland. Après ça, il y a l'enterrement dehors, tout ça. Fait que, des fois, une ligne, c'est 8 pages. Là, on sait pas. Mais parfois, un paragraphe, c'est une demi-page. Fait que, va savoir. Mais ça, je suis rendu assez bon je regarde le synopsis, puis franchement, je suis capable de dire, je compte les pages, quasiment, une page, ça c'est un spread, c'est 2 pages, ça c'est, ça se ferait en 3 pages silencieuses, puis je note à côté, je fais des 1, 1, 1, je rajoute je fais des traits, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, puis à la fin, je compte, 170, ça me donne à peu près, 150 planches, c'est bon. Tu sais, je suis assez bon pour découper ça. Grosso modo, là, je vois à peu près l'espace que ça veut prendre. Et le découpage, donc c'est la mise en image. Donc tu pars de phrases rédigées à la dactylo, puis là tu passes à comment ça se transforme dans des cases. Ce sont les événements, là, les événements, là, comme genre, Paul s'en va chez sa mère, il marche dans Unsick. Tu vois, mais juste ça, Paul s'en va chez sa mère, il marche dans Unsick. Pour moi, il y a tout de suite quelque chose, il y a bien des affaires là-dedans. Profitons-en pour montrer les rues de Unsick qui sont drôles, avec des bungalows des années 50, puis un peu californien, tout ça. Là, justement, quand il marche dans les rues de Unsick, il marche jamais devant des murs aveugles. Là. En arrière, il y a tout genre... Là, c'est là que c'est drôle. Là, j'ai envie de dessiner parce que moi, je trouve ça bien savoureux, toutes ces maisons-là avec des carports. Et ça communique de l'émotion. Ces moments-là, dans tes livres, là, des fois, tu as 3 cases dessus, c'est juste 3 maisons qui change en arrière-plan. Oui. Et il y a une émotion qui s'en dégage. Ben, je pense, parce que je me dis, il y a un feeling, là, avec l'arrière-plan. Puis là, c'est le temps de dire, ta boîte, il n'y a pas besoin de penser, il n'y a même pas besoin de réfléchir. Ça établit où est-ce qu'il reste. Puis ça, je trouve que c'est intéressant. Moi, comme lecteur, je suis toujours ben intéressé quand un personnage dans un film ou dans un livre ou dans une BD se promène, par exemple, dans une rue de Lisbonne. Tu sais, c'est comme, waouh! Ah, c'est ça, les balcons de Lisbonne. Il y a des fleurs. C'est ça qu'on voit au loin. Ah, tiens, c'est pentu. C'est comme, c'est tout en côte. Quand les personnages sont à Rome ou à Paris. Moi, quand j'étais jeune, je regardais les arrière-plans de Franquin. Des fois, là, j'oubliais complètement le gag à Gaston. Pour moi, c'était en 2 layers. Il y avait le gag, puis il y avait l'arrière-plan. Mais là, tu dis, tu écris un synopsis assez large, une 12aine de pages. Tu fais le découpage, donc la mise en image. Est-ce que tu dirais que c'est l'étape où, là, c'est vraiment ton grand talent dans la vie, c'est de prendre une phrase, puis d'en faire 8 pages, puis de dire, là, je vais dégager de l'émotion. Cette phrase-là qui était assez fonctionnelle et factuelle, là, j'en fais de l'émotion. Ouais, c'est vrai que quand on lit le synopsis, c'est juste comme, il s'en va là, il tourne là, il s'en va là, 2 jours plus tard, il est là. C'était un peu ça, le synopsis. La mise en image, pour toi, c'est le moment où tu injectes de l'émotion. Oui, exactement. En fait, c'est con à dire, mais c'est comme le moment le plus intéressant en BD. On le voit pas. Le lecteur le voit pas, il le verra jamais. Parce que c'est de passer du synopsis au découpage. C'est vraiment, là, on passe du caractère dactylographié à qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ce paragraphe-là? Je fais-tu 6 cases? Je fais-tu un spread de 12 cases? Puis c'est là que ça se passe. C'est ça. C'est là qui est comme, dans le fond, le vrai travail de l'auteur BD, il est là. C'est de transformer du caractère dactylographié. Je parle tant de dactylo, je sais pas. On entend le son quand ça parle. J'aimais tellement la dactylo. Tac. Puis c'est ça, on passe de caractère écrit, là, vraiment, à des images, à une mise en image. Puis c'est là que, tout le jus est là, parce que là, on invente, les dialogues sont pas au synopsis, c'est là que je mets les dialogues. Donc, j'invente les dialogues, j'invente le découpage, puis j'essaie aussi de faire rentrer, c'est un vieux truc de BD, mais de faire rentrer une séquence dans une page. Tu sais, on essaye...
On essaye de faire ça. C'est peut-être le format magazine BD ou hebdomadaire BD qui a comme arrêté ça une année. Hein? On voulait avoir une chute en bas à droite parce que souvent, c'était à suivre. Là. Mais en même temps, même si c'est pas à suivre, dans un livre, c'est agréable d'arriver en bas à droite. D'avoir envie de tourner à la page. Ben oui, puis faire comme genre, la séquence est terminée. Tu sais, pourquoi terminer ton histoire, ta petite séquence à la deuxième case de la page gauche? C'est un peu plate, tu sais. Dans le fond, tu tournes, tu ouvres la page gauche, puis là, il y a de quoi de nouveau qui commence. Il y a peut-être une surprise. Des fois, tu sais, j'en profite dans mes mises en page pour faire une belle surprise, c'est-à-dire, tu tournes la page, puis là, bing, il y a un spread, là. On voit, par exemple, le stade olympique, tu sais, fait que, au lieu de dessiner comme un perdu, puis de cruncher du papier, puis de pitcher dans mon dos, là, puis dire, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, je vais juste comme réfléchir. Fait que moi, je me croise les bras, là, puis je regarde le papier. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, même en illustration magazine. J'ai gaspillé très peu de papier au lieu de... c'est ça. Il y a des illustrateurs qui font des essais, qui ont cette espèce de philosophie-là de faire « j'essaye quelque chose jusqu'à temps qu'il se passe quelque chose ». Fait que là, j'ai pas d'idée. Là, fait que là, j'en mets, non, c'est de la merde. Crunch, non, c'est pas ça que je veux. Non, je suis dans une mauvaise direction. Moi, probablement, je respecte trop le papier. Je sais pas pourquoi, pour moi, le papier, c'est bien précieux. Donc, je regarde plus que je dessine. Moi, dans la vie, j'ai les bras croisés, puis le crayon, il est là, j'ai dans ma bouche. Il est dans ma bouche, le crayon, puis il dessine rien. Puis là, quand je vois quelque chose, je viens de voir, oui, je vais le faire comme ça, je fais la page comme ça, puis on y va. Puis Michel, une fois que t'es passé du synopsis à la mise en image, là, pour toi, justement, tout faire la finition, les petits détails d'architecture, tous les petits détails. Ouais. Ça, c'est-tu un petit moment de bonheur? Est-ce que c'est un moment de quête émotionnelle? C'est le fun, mais le fun du storytelling est déjà terminé, par exemple. C'est ça qui est plate. Puis là, tu regardes ça, tu dis, il me reste quand même 1 an à travailler là-dessus. C'est comme un peu plate, là. Là, c'est de la job d'artisan. Ouais. Là, tu sors, tu sais, tes overalls, puis là, tu es dans un atelier. La plupart du temps, tu deviens un plombier du storytelling. Oui, puis là, c'est vraiment comme... là, c'est la saucisse. C'est pas de la saucisse, mais il faut dessiner l'histoire pour qu'elle soit imprimable, puis agréable à lire. T'es comme le chef qui a comme fait la recette dans ta cuisine chez toi, puis là, tu t'en vas fabriquer tes saucisses dans une usine. En plus, moi, j'encre d'une façon traditionnelle. Je préfère le papier puis l'encre. Fait que ça, c'est chaque jour, je rentre vraiment comme punché. Là. Je suis comme un ouvrier. Là, je clonk, je punch. Puis là... 5h01, je rentre à la maison. C'est ça. Puis en 4-5 heures, j'encre la planche. Je la fais à l'encre. Puis j'efface. Puis that's it, je ferme la lumière. Puis je m'en vais chez nous. T'sais. Le lendemain, je retourne à l'atelier. Là, je fais la page 53. Le lendemain, je reviens, je fais la page 54. Je suis bien régulier. Là. Moi, prends-tu du plaisir? Oui, j'ai du plaisir, mais c'est une autre affaire. C'est comme le travail de création. Tu es déjà en train de penser à ta prochaine histoire quand tu es là. Là, parce que tu es juste en train de mettre de l'encre sur des dessins au plomb que tu as travaillé déjà 2 fois. Là, c'est juste d'être propre. Travailler proprement. Puis là, c'est le métier de graphiste là, qui arrive. C'est comme faire des lettres. Il y a une affaire le fun à l'ancrage que j'aime bien. J'en parle dans mon livre aussi. Une des étapes que j'aime beaucoup, c'est de tracer les cases. Tracer les cases avec un rapidographe. Tu sais c'est quoi, hein, Philippe? C'est vraiment jouissant. Un rapidographe qui marche bien, là, qui est propre. Là. Un numéro 4, là, ça te fait quand même un filet pas mal épais. Là, c'est plus qu'un 16e. Là, tu mets ça à 90. Là, puis là, à 90, perpendiculaire au papier, puis là, tu pèses pas trop fort, puis là, bing, tu pars, puis là, tu essaies d'avoir un trait régulier, parce que le rapidographe, tu peux pas aller vite. Si tu vas trop vite, il manque d'encre. Fait que sur un papier comme le Strathmore, qui est assez lisse, c'est extraordinaire, tu sais. Là, tu es avec une règle, puis là, tu pars, puis tu roules à la même vitesse, puis t'arrêtes. Évidemment, quand tu arrives au coin, il faut que tu lèves un peu la plume parce que ça va commencer à faire une goutte plus... ça fait une goutte au bout. Fait que tu veux pas avoir de goutte. Fait que tu veux pas avoir de goutte au départ, tu veux pas avoir de goutte à la fin. Fait que tu commences, aussitôt que tu touches le papier, bing, tu pars, quand tu arrives au bout, bing, tu lèves. Puis là, tu tournes, là, tu recommences dans l'autre sens, tu fais ton carré, tu essaies de faire le plus beau frame. Ça, là, ça me détend, là. Ça me détend, là. Je sais pas qu'est-ce que ça me fait, mais ça me fait sentir tout relax. Ah oui, vraiment. Parce que là, il n'y a pas de création, c'est 2 neurones, là. C'est juste comme, fais une ligne droite. T'as rien que ça à faire, man. T'as juste une ligne droite à faire. Même chose quand je fais la calligraphie. Moi, je fais pas mes textes à l'ordinateur, je les fais à la main. Puis c'est un vrai plaisir d'essayer de faire, par exemple, dans un paragraphe, toutes les A pareilles, puis toutes les O pareilles. Faire un O à main levée, c'est tough. Un Q, un S. Et le S, je pense que ça fait 23 ans que je travaille sur le S. Dans mon dernier album, ils sont pas pires parce que j'ai comme tassé ma main un peu pour leur faire un crochet à la fin. En tout cas, c'est pas évident, là, ça. Mais c'est tellement
ça, ça aussi, ces 2 neurones, tu oublies complètement tous tes problèmes. Là. Il s'agit simplement de faire des caractères égaux, réguliers, en noir, that's it. Là. Ça, c'est la façon de faire. En tout cas, pour un auteur comme moi, je suis pas dans une espèce de système de publication où il faut que ça aille vite, là, comme des super-héros. Tu sais, dans le système américain, il y a le writer, après ça, il y a le penciler, après ça, il y a le inker, après ça, il y a le coloriste. C'est tous des gars qui sont même pas dans la même ville, là, qui se refilent ça. Une chaîne de production. Une chaîne de production pour que ça aille plus vite. OK, toi, tu vas faire juste l'encre parce que j'ai pas le temps de faire l'encre. Toi, tu vas faire juste le crayon parce que t'es bon en crayon puis t'es pas bon en encre. Puis même les textes, tout ça, les bulles sont placées des fois, même à la fin, à l'ordinateur, par-dessus le truc, dépendant de ce qui a été dit. En tout cas, c'est une machine, là. Mais bon... moi, ça me fait pas un pli, c'est la différence. Ces histoires-là, genre, ça me fait bailler 1 page et demie, puis je suis déjà décroché. Ça m'intéresse pas, tu sais. Je suis bien plus intéressé à celui qui raconte quelque chose de personnel ou alors qui se commet un peu, qui raconte quelque chose de touchant. C'est ça que je recherche en... Mais moi, je suis un petit peu comme toi dans le sens que, tu sais, tantôt, tu disais que tu aimais la matière vraie. Moi, je m'identifie beaucoup à ça aussi. On dirait qu'il faut que je croie une histoire. Le plausible, tu sais. Le plausible, qui se passe sur un vrai trottoir avec des vraies maisons. Je déteste pas ça, tu sais. Puis je sais que parfois, quand tu fais raconter des histoires assez délicates, tu les as fait lire aux gens. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui est paralysant, justement, de puiser autour de toi, proche de toi, comme ça, puis d'avoir le sentiment que tu vas être jugé par des gens qui t'aiment ou que t'aimes? Ouais, mais c'est sûr qu'il faut y penser quand on parle de nos proches, là, tu sais. Dans Pas à la maison, j'étais un peu libéré de ça parce que... T'étais divorcé? Oui, j'étais divorcé, puis 2, ma mère était déjà décédée, mon père aussi, tu sais, fait que j'étais comme un peu libre, tu sais, de mes mouvements. Fait que, tu vois, dans ce livre-là particulièrement, il n'y a pas grand-chose de... En fait, c'est personnel, mais c'est moi. J'hésitais d'ailleurs à Paul à la maison, je savais pas que j'étais pour la faire. Moi, je pensais que j'arrêterais peut-être à Paul dans le Nord. Puis après ça a été une période personnelle difficile, puis j'en ai arraché, puis bon, on s'est séparés, tout ça, moi et ma conjointe, là, tu sais, puis ça a été bien tough. Puis, franchement, je pensais pas raconter ça parce que dans mes BD, je vais pas dans la vie privée. Il y a des scènes dans le livre qui sont même dures pour moi encore à regarder aujourd'hui, hein, parce que c'est du vrai, là. Tu sais, je sais que j'ai été bonne même, puis... C'était cathartique pour toi raconter ça? Ben, j'avais... Je sais pas. T'avais besoin de le partager? Je me disais, ça va peut-être me faire du bien. Puis qu'on entend ça des fois, genre, ça m'a fait du bien de raconter ça. Ça s'est pas vraiment passé. Ça m'a pas fait tant de bien que ça. Ça m'a fait comme passer le temps pendant que j'étais déprimé. Puis j'avais rien d'autre à faire. Tu sais, moi, dans la vie, tu sais, je veux dire, je vis seul, puis tout ça. Puis bon, qu'est-ce que je fais? Faut bien que je m'occupe. Fait que j'ai décidé de raconter cette histoire-là en essayant d'extraire ce qu'il y avait d'intéressant, puis peut-être aussi les moments drôles là-dedans. Il y a toujours du comique quand même dans mes livres. Puis malgré tout, Paul à la maison, même si au début je me disais ça va être dark, je vais raconter ça va être bien dark, c'est 4e sous-sol, puis il n'y aura pas de joke, puis il n'y aura pas d'humour, puis ça va être dur. Puis finalement, c'est au bout de 3 pages, je me disais bon, OK, on va faire une joke ici, puis on va en placer une là, puis bon, ça pourrait être comique raconter ça. Fait malgré ma déprime puis ma dépression, j'étais quand même en train de penser à mon lecteur, puis je voulais qu'il y ait du fun, puis je pense moi aussi je voulais avoir du fun. Puis il y a tout le temps des moments drôles là-dedans, tu sais. On peut s'identifier facilement à ce gars-là, tu sais, qui vieillit pas, qui trouve pas ça plate vieillir, puis à qui c'est pas arrivé de se séparer puis de tomber dans le 4e sous-sol, tu sais, ça arrive à tout le monde, là. Puis c'est ça qui arrive avec la série aussi, c'est que je m'éloigne pas tellement de la réalité, là. Qui a pas vécu tout ça? Tout ce que je raconte dans Paul, ça sonne une cloche dans pas mal de familles, là. Tu sais, il y a des moments, tu décris des moments de langueur dans tes histoires. Comment tu sais que c'est juste assez long? Comment tu jauges ça? C'est parce qu'il y a tellement d'émotions qui passent justement dans des moments où il se passe rien dans des histoires. Comment tu fais pour maîtriser ça? Ben, je me place comme lecteur, toujours, comme je disais tout à l'heure, c'est toujours créateur-lecteur. Tu sais, même si pas ton alter ego, t'arrives à avoir un détachement. Oui, je suis capable, oui. Je suis vraiment pas fin avec moi-même, moi, tu sais, fait que c'est pas long qu'il y ait des pages qui prennent le bord, puis des phrases qui sont transformées, puis des mots qui sont mis en doute, puis pas sûr... Tu sais, dans Paul à la maison, il y a une scène au Salon du Livre. J'avais bien hâte de faire cette scène-là parce que je connais le Salon du Livre. Je suis allé bien souvent. Je suis allé comme auteur, je suis allé comme lecteur. Je voulais dessiner le métro de la Place Bonaventure. C'était comme important. C'est comme... Pour en capturer l'ambiance?
Ouais, pour moi, c'est ça. Pour moi, le Salon du Livre, c'est le métro Bonaventure. Puis c'est le couloir pour y aller, puis c'est les marches pour monter. Puis quand tu arrives, tu demandes, quand tu es auteur, tu demandes ton accréditation. Quand je rentre dans le salon, je passe tout le temps au travers le salon complet, puis je monte à la mezzanine, puis je veux voir le salon au complet avant de descendre. Tu sais, j'arrive tout le temps avant ma dédicace, mettons. Puis là, une demi-heure avant, je vais juste en haut écouter la rumeur des gens qui parlent, puis l'espèce d'énergie qu'il y a dans ce salon-là. Puis je voulais en parler, tu sais quoi, ça peut paraître un sujet, plusieurs auteurs auraient dit, on scrape ça, c'est comme il part de chez eux puis il est directement en train de signer à sa table. Ça aurait pu être ça. Ça aurait pu être une ellipse aussi rapide que ça, tu sais. Il est chez eux, prend l'autobus, il signe à sa table au Salon du Livre. Parce que j'aurais pu me marquer, 2 heures plus tard au Salon du Livre. Puis ça aurait été fait, là. Ça aurait été fait, je serais allé vite. Mais dans ce bout-là, j'avais envie qu'il y aille. J'avais envie qu'il marche. J'avais envie qu'il passe. J'avais envie qu'il voit Michel Tremblay à sa table. Je voulais qu'il voit Dany Laferrière. Puis en même temps, ça part de notre culture. C'est qui les vedettes du Salon du Livre? Comment ça se passe, le Salon du Livre de Montréal? Là, encore une fois, c'est le souci de... J'ai un lectorat, là, captif, là, en train de lire mon album. Il était à Matane, ce gars-là. C'était une fille qui était à Sudbury, je sais pas. Mais là, je veux leur dire à ces lecteurs-là comment ça se passe. Le Salon du Livre de Montréal, c'est quand même spectaculaire. Là. Il y a du monde en maudit, puis c'est un gros événement, puis moi, ça a toujours été important pour moi. Fait que c'est ça, je sacrifie 10 pages là-dessus à me faire chier à dessiner le métro en perspective, puis les affaires de même, puis plein de monde, puis une foule de gens, puis c'est ça. Ça, j'avais envie de le dessiner parce que je l'avais en moi, mais c'est moi. T'as laissé sous-entendre que Paul à la maison, c'était peut-être ton dernier Paul. Là, je sais que t'écris... Puis là, c'est plus... le texte qui va... Bon, en fait, c'est comme j'ai pas fini. Fait que j'aime autant dire. Ouais, mais... Je pense que j'ai dit, je pense que c'est le dernier après Paul à la pêche. Après Paul dans le Nord, je pense que c'est le dernier. Après Paul au parc, je disais, bon, je pense que j'ai fini. Là, non, moi, j'ai pas fini. Là, parce que c'est ça, t'as pas parce fini. Parce que la vie est longue. On s'ennuie. Tu sais, quand j'ai beau pratiquer le piano puis chanter dans une chorale, là, ça occupe pas toute ta semaine. T'sais. Fait qu'il faut que je fasse quelque chose. Puis, veux pas, j'aime bien ça, raconter des histoires. J'aime bien ça. Je sais pas, j'ai ça en moi, puis c'est pas quelque chose de forçant. Combien d'histoires j'ai à raconter, je ne sais pas pantoute, mais je suis le genre de personne qui arrête quand il n'y a plus rien à dire, par exemple. Mais pourquoi chaque album, tu as le sentiment d'avoir tout dit? Parce que tu as tout donné dans... Ouais, j'ai tout donné. C'est surtout la promotion, je pense, qui me fait cet effet-là. Ça me fatigue beaucoup. Parce que tu te répètes, puis tu reparles des mêmes affaires. Puis c'est ça, puis t'as envie d'en finir. Tu sais, quand tu finis ton livre, il y a un drôle de feeling. Tu sais, j'entends souvent ça des auteurs de BD ou de romans. C'est comme quand ils remettent leur livre, il y a une espèce de... À l'éditeur, là, une sorte de dégonflement, là, tu t'écrases, là. Puis même quand tu reçois ton livre dans les boîtes là, de l'imprimeur, t'es déprimé. Tu sais, c'est comme, genre, ben là, c'est fini, c'est plus rien. C'est pas moi, ce travail-là. C'est comme, ça vient d'une machine. C'est sorti à 50 000 exemplaires. Ça vient, c'est dans des boîtes. Mon travail créatif est terminé, là. T'as un postpartum. Ah oui, je comprends. Puis là, après ça, il faut que tu ailles en promotion. Puis la promotion, ben là, il faut que tu ailles expliquer ton livre. C'est un peu étrange parce que ton livre explique ton livre. Lisez-le. Si t'as envie de dire, lisez le livre, c'est ça que je m'en viens de dire ici au micro ou à la caméra. Mais fait que faut expliquer un peu le livre. C'est un drôle de... C'est un drôle de... Ben, particulièrement quand ton personnage principal est ton alter ego, là, t'as vraiment le sentiment de... Oui, puis t'as un sentiment de mise à nu. Surtout dans Paul à la maison, c'est une mise à nu assez complète. Je vais assez loin. J'en montre beaucoup du gars. Je le montre vraiment décrissé, en bédaine, pas rasé, vraiment pas à son meilleur. Puis pour moi, ça, c'est déjà une confidence. C'est une confidence qui est comme privée. C'est dans le livre. Les pages sont fermées. Si tu achètes le livre, puis tu l'ouvres, tu ouvres les pages, tu vas avoir accès à ces secrets-là. Fait qu'aller faire la promotion de tout ça, c'est un peu indécent. C'est comme aller dire, bon, ben, c'est ça, tu vas faire le livre de ton livre, tu vas faire la promotion de ton livre qui est un peu depressed, là, tu sais. Les journalistes sont super fins, tout ça, puis ils font leur travail, c'est sûr, il faut y aller, là, parce que sans ça, le livre, il reste sur les rayons. On sait ce que c'est. Je veux dire, il faut que quelqu'un en parle, il faut que quelqu'un en parle dans le journal, parce que sans ça, il y en a plein de livres là, qui sont sur les rayons qui bougent pas, tu sais. Il faut y aller pour la promotion. Mais c'est dur de faire de la promotion pour des livres. J'aimerais mieux faire de la promotion pour des livres fictifs. As-tu le sentiment de t'être approché du soleil, dans le sens que c'est comme la catharsis que c'était supposé être, tu t'es dit ça va peut-être me faire du bien, tu l'as sorti?
Puis tu faisais encore mal. Et ouais, ça a fait du mal parce qu'il a fallu que j'en reparle après, en plus que j'en fasse la promotion. Fait que ça n'a pas fait l'effet escompté, le genre de libérateur, si tu veux. C'est ça qui... En fait, c'est ça qui est ça. Plate. C'est une phrase plate comme ça qui m'est passée par la tête après. Je disais, bon, ben, c'est ça qui est ça. Je l'ai fait. Ça va peut-être me faire du bien dans une couple d'années. Je trouve que le livre est intéressant. Je trouve que c'est un de mes meilleurs. J'aime bien ce livre-là. Je le confirme. Puis aussi, au niveau du dessin, je pense que ça a un peu progressé. Tu sais, je regarde le livre 1, le livre 9, c'est plus solide. Au moins, je m'améliore un petit peu, je trouve, dans les compositions graphiques, tout ça. Puis comment dire, le storytelling graphique aussi, parce que c'est quand même du découpage pour faire avancer une histoire. Là. Il faut quand même dessiner tout ça. Puis je trouve que ça, c'est pas mal. Tu sais. Mais tu sais, dans mon intro tantôt, je l'ai décrit, l'histoire d'un gars divorcé, déprimé, qui est fait de l'apnée du sommeil. Hey, réussir à faire une histoire sur 200 pages avec des ingrédients comme ça, faut que tu sois tout un prestidigitateur du storytelling. Oui, ben tu vois, justement, il fait de l'apnée du sommeil. Bon, ça, c'est plate. Des affaires que tu parles même pas d'habitude. Bon, donc, il faut que tu fasses poser un implant. C'est plate comme plot. Mais je dis, 3 pages sur le dentiste. Il y a 2 affaires. L'implant, on peut faire quelque chose avec ça. Ça, c'est du comic relief, justement, dans cette histoire-là qui est un peu pesante. L'histoire de l'implant, puis l'histoire de l'apnée du sommeil, l'invention de l'appareil, tout ça. Ça vient mettre de la légèreté, tu sais. Également, il y a un passage sur la typographie routière, tu sais, ce qu'on retrouve sur les panneaux. Ouais, c'est ça. Tout le monde s'en fout. Moi, je m'en fous pas, Michel, vraiment. C'est ça, moi, je me disais que je vais faire un passage plate sur la typographie routière. Est-ce que les gens vont être intéressés? Là, je me rends compte qu'aujourd'hui, oui, les gens sont intéressés à ça. Même les non-designers? Les gens t'en ont parlé? Oui, les non-designers, parce que c'est comme... Parce que moi, ça m'intéresse. Fait que je vais en parler. Quand je fais ce passage-là, je me dis, il y a quand même un lecteur au bout, mais je vais m'arranger pour qu'il trouve ça intéressant, qu'est-ce qui s'est passé avec l'affichage sur les routes, tu sais, puis qui a inventé ça, puis pourquoi ça a été remplacé, puis pourquoi on s'en est pas rendu compte, etc. Dans le fond, là, je fais confiance à mon instinct, ces affaires-là, puis c'est payant. On apprend des choses, puis c'est vrai que c'est comme ça te passionne, on sent que c'est... Ouais, ben c'est les fun facts, là, on peut dire un peu ça. Tu sais, j'imagine qu'on t'a proposé plein de fois de faire de l'animation avec Paul. Oui, de l'animation, oui, c'est sûr que, tu sais... Ça t'as-tu déjà tenté? Tu as-tu pensé? Moi, ça me tente pas de faire de l'animation, ça me tente pas. C'est des jobs, personnellement, que je trouve trop longs. Trop technique, c'est technique et long. J'ai des amis à l'ONF, là, fait que je les ai vus, moi, ces gens-là, travailler 12 ans sur un film de 2 minutes, là, tu sais, des trucs à l'écran d'aiguille ou des trucs comme ça, c'est comme my God, c'est tellement long puis peu diffusé, malheureusement, c'est comme les gens le voient peu ça. Ouais, puis, mais un Paul animé, je pense que ça pourrait être... Peut-être, mais pour faire raconte Paul à la maison, Paul un travail d'été en dessin animé, là, comme il faut, là. C'est un livre qui se passe sur tout un été avec plein de personnages. C'est un long métrage d'1h40, cette affaire-là, là, tu sais, puis combien de temps ça va prendre? Je sais pas. Moi, tu sais, animer des bonhommes, ça m'a jamais tenté. Faire marcher un bonhomme, pourquoi? Je veux dire, dans mon livre, il marche dans la case, tu le vois bien marcher, puis je peux aller bien plus vite. Puis je fais des ellipses beaucoup plus rapides, puis en raconter plus aussi. On peut aller plus loin en BD, au niveau de la longueur de l'histoire, mettre plus de matière. Ça fait que t'as jamais eu cette envie-là. Non, puis je sais comment c'est chronométré. Je veux dire, on a fait un film, là, c'est chronométré, ça, faut que ça dure 20 secondes, 5 secondes de ça. Puis c'est tout comme storyboardé. Je trouve que c'est de l'écriture laborieuse, c'est pesant, c'est pas si intéressant. Ben, raconte-moi donc pourquoi tu l'as fait en live action d'abord. En live action, parce que c'est pas moi qui... Comment ça s'est passé, ça? Je l'ai scénarisé avec François Bouvier. Mais qui a eu l'idée de... Ben, c'est moi qui ai eu l'idée de faire un film, d'ailleurs, avec Paul un travail d'été. C'était ça, le projet de départ. Je voulais avec Paul un travail d'été. Puis, je soupais avec une amie comme ça un soir, puis je me disais, je viens de voir un film. J'avais vu un film, c'est Histoire d'hiver de François Bouvier. Ça, c'est un film sorti quand même en 2002, il y a un bout. Là, mais je l'ai vu, puis je dis, ce gars-là, il semble qu'il est bon avec les enfants. Tu sais, le petit gars, je l'avais trouvé bien crédible. J'avais beaucoup aimé le portrait de famille qu'il a fait. Puis je l'ai contacté, puis j'ai demandé si ça lui tentait de faire... Il me connaissait pas ni d'être. C'est ton initiative, c'est vraiment toi qui as fait... c'est pas de même que ça marche dans la vie. D'habitude, c'est...
un producteur qui s'intéresse à ton histoire. Qui achète les droits. Qui achète les droits, puis là, met un cinéaste, il va coller quelqu'un, il va coller quelqu'un pour faire le film. T'sais. Moi, j'étais allé appeler directement Bouvier. Je ne l'ai pas appelé, j'ai envoyé 2 livres dans une enveloppe, puis il a lu les albums, puis il a dit « Hey, ça m'intéresse. » C'est de même que ça s'est passé. Donc, on a commencé avec pas le travail d'été, mais 2 semaines après, on a eu un appel d'un producteur complètement out of nowhere, qui savait pas tout ce qui se passait, que j'étais avec... Puis c'est les gens de Caramel Film, Karine Vanasse puis Nathalie Bustos, qui ils étaient intéressés à l'histoire. Eux autres, ils venaient de finir Polytechnique, tu sais, ce film-là qui était, moi, beaucoup touché. Je dis, ouais, c'est Polytechnique, c'était bon en tabarnouche. J'embarquerais bien avec eux autres, là, s'ils veulent faire un Paul, tu sais. Fait que c'est comme ça tout ça s'est marié. Donc, François Bouvier, Caramel Film, on a commencé à travailler sur le scénario. Mais j'ai trouvé ça laborieux. Tu sais, j'ai trouvé ça... scénarisé ou tout le processus au complet? Scénariser un film, j'ai trouvé ça à la rigueur un peu plate, là, tu sais. À cause des contraintes de budget. Ouais, les contraintes. Ben, déjà, je suis l'auteur, il faut que je torne ma propre histoire, tu sais, parce que on la racontera pas telle quelle. Là. Ça marche pas de même. Là. Tu pognes pas le livre puis tu fais un film avec. Tu pognes le livre, tu regardes ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'on peut garder, mais après ça, il faut tricoter pour que ça fonctionne. Puis là, à ce moment-là, là, tu commences déjà à tordre ton histoire. Tu commences à déplacer les personnages, tu commences à en avancer un, t'en recules un autre, t'en élimines un autre. Tu sais, puis ça, c'était un peu déplaisant comme exercice. Il y a des personnages dans ton livre que tu aimes beaucoup, comme par exemple mon père, qui était plus présent que dans le film. Il y a des personnages comme l'oncle Gilles, qui est éliminé complètement. Les cousins-cousines éliminés. Tu sais, c'est comme... Puis il n'y a pas de pitié, les gens. C'est quoi ça? C'est du bois mort. On enlève ça. Ces personnages-là sont importants. Non, on enlève ça. Puis c'est toujours enlever, chopper à la machette, là, tu sais. Puis en plus, des fois, c'est comme, oups, il faut rajouter. Pourquoi? Ben là, parce que là, c'est plate. Fait qu'il faut rajouter. On rajoute des affaires. Ah, c'est comique, mais c'est pas dans le livre. Ben ouais, mais il faut le rajouter pareil. Fait que c'était un peu... Tout le contrôle que tu as quand tu fais un livre, là, soudainement, tu te sens un peu dépossédé. C'est ça. Ben là, t'es plus le capitaine de ton bateau. Là, on m'avait prévenu que c'était comme ça. Fait que j'ai pas été si frustré que ça parce que j'en avais parlé à Patrick Sénécal, des gens qui avaient comme touché à du film, puis tout ça, m'avaient dit, ben, genre, lâche la corde, tu sais. Lâche la corde, tu vas être plus heureux, puis c'est ça. Là, si jamais quelqu'un voudrait faire un nouveau film avec un de mes livres, je serais même pas scénariste. Je serais conseiller ou quelque chose comme ça, ou j'aimerais bien, c'est sûr, avoir un regard sur le scénario, ce qui se passe, tout ça, mais c'est un métier, ça, écrire pour le cinéma, il faut aimer ça. Mais t'as pas eu la piqûre, c'est pas le genre de truc que tu dis, oh mon Dieu, c'était extraordinaire, je veux vivre ça. Non. Oh non, moi, ça m'a pas donné la piqûre, pas en tout. Non, au contraire, ça m'a fait comme, oh mon Dieu, que je suis bien à ma table à dessin, puis mon Dieu, que j'ai le contrôle, là, tu sais. J'ai peut-être pas un budget de 5 millions, là, mais j'ai franchement, j'ai la grande paix, là, puis je fais ce que je veux, si je veux, quand je veux, la longueur que je veux, puis ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. J'ai été, tu sais, comme toi, graphiste, ça, j'ai eu des clients, j'ai été typographe, puis moi, ma carrière, c'est assez dirigée vers la liberté. Un entonnoir à l'envers, là, tu sais, plus de liberté. Quand t'es graphiste, t'es pas mal coincé, t'as des clients, t'as des délais. Tu communiques un message qui n'est pas le tien. Ouais, tu vends des affaires que t'as même pas envie de vendre, des fois. Faut que tu fasses affaire avec l'imprimeur, budget, blabla, les coûts, le stress. Pas si intéressant que ça, en tout cas pour moi, là. Après ça, j'ai fait de l'illustration. Déjà, l'illustration, là, on t'alloue une place dans un magazine, je sais pas, Reader's Digest. C'est ton style. Ouais. On vient te chercher, ouais, c'est ça, pour ta manière, ta patte, ton style. Fait que ça, c'est plaisant. Puis après ça, encore, j'avais envie. Je me disais, qu'est-ce que j'ai... En BD, là, je serais complètement libre. Fait que c'est ça qui m'a donné envie d'aller vers la bande dessinée, c'est la liberté. Moi, je remercie le bon Dieu là, d'avoir eu de la liberté. C'est ça, c'est mon plus beau cadeau, là, c'est qu'on me laissait faire ce que je voulais. Là. Ça, c'est inespéré et inattendu, comme dirait Régent Ducharme. Puis moi, Michel, je veux dire merci d'avoir passé du temps avec moi aujourd'hui, puis je veux dire merci d'avoir partagé des parcelles de ton âme dans tes livres. Ah ben merci Philippe, ça a été un plaisir, j'adore. Michel, c'est ça, c'est vraiment un artisan des histoires. C'est quelqu'un qui est passionné par les détails de la vie. Puis c'est quelqu'un, justement, qui n'a pas un dessin qui est flamboyant. Il n'essaie pas de faire des gros feux d'artifice visuels. Mais avec très peu de moyens, peu de couleurs, il arrive à raconter une palette d'émotions infinie.
puis arrive à nous connecter avec notre propre humanité, puis avec celle de notre peuple, en fait, puis du Québec qu'on aime. Fait que les histoires de Michel, c'est réconfortant comme un feu de camp, c'est comme écouter un vieux disque vinyle qui griche. Puis quand on lit un de ses livres, puis on le referme, ben on a le sentiment d'être rentré à l'intérieur de son âme, puis d'avoir eu accès à son intérieur, puis à sa sensibilité. Puis c'est quelqu'un de vraiment sympathique qui aime ça parler puis raconter des histoires, tout simplement. Sur ce, merci d'avoir été à l'écoute et merci aussi à la réalisatrice Sacha Campeau. Je m'appelle Philippe Lamar et vous écoutiez Entre la fin puis le début. C'était un podcast Urbania.